Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons et nous avons le grand plaisir d'accueillir Aurélien Bernier, qui est essayiste et journaliste. Il intervient dans plusieurs médias et il a publié plusieurs livres, évidemment. On va en citer deux aujourd'hui. Le premier concerne le sujet de son intervention, enfin une grande partie de son sujet d'intervention aujourd'hui, euh, qui est lié à l'illusion du localisme. Il va en dire plus, évidemment. Et puis, il vient de publier tout à fait récemment un autre ouvrage qui s'appelle L'urgence de relocaliser pour sortir du libre-échange et du nationalisme économique aux éditions Utopia. Évidemment, dès l'intitulé de ce débat, on comprend le lien entre les deux sujets et évidemment, on lui fait confiance pour qu'il puisse faire ce lien bien mieux que nous encore. Donc, Aurélien va intervenir entre 30 et 40 minutes. On n'aura pas le temps de s'ennuyer tellement le sujet est intéressant et actuel et qu'il concerne l'ensemble des citoyens et puis tout particulièrement les militants du Pardem, bien entendu. Et puis ensuite, on donnera du temps au débat pour ceux qui participent en direct à cette vidéo. Rappelons également que cette vidéo sera diffusée, elle sera mise sur la chaîne YouTube du Pardem et puis elle sera diffusée le plus largement possible, y compris sur les réseaux sociaux. Eh bien, Aurélien, tu as la parole. Quelques secondes. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai sorti en 2020 un livre qui s'appelle L'illusion localiste, qui est sorti en début d'année 2020, donc qui n'a pas eu forcément une grosse actualité puisque le Covid est arrivé quelques semaines après la sortie du livre. Évidemment, ça a un peu compliqué les choses. Ce livre, je l'ai fait parce que on se trouve maintenant dans une situation un peu particulière où ce qu'on peut appeler le localisme est devenu un élément du discours dominant et un positionnement partagé par quasiment tous les partis politiques. Quand on a une unanimité pareille sur un sujet politique, c'est quand même relativement étonnant, et donc j'ai voulu analyser ce phénomène et reconstituer l'évolution de la pensée, des idées localistes, et bien sûr dire en quoi elles posent des problèmes. Alors, la première chose, c'est peut-être d'essayer de définir ce qu'on peut appeler localisme. Alors, il y a plusieurs définitions, certaines un peu plus péjoratives que d'autres, mais si on veut essayer d'être assez neutre, c'est l'idée qu'on peut changer les choses par le local. Alors, le local, voilà, ça peut prendre plusieurs sens. Ça peut être un local régional. Dans ce cas-là, on parlera plutôt de régionalisme. Ça peut être à une échelle encore inférieure. Mais le discours dominant nous dit qu'on va pouvoir changer les choses par le local. Alors, maintenant, tout le monde parle de localisme, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde dit la même chose sur le localisme. Et on a trois grandes tendances localistes. Un premier localisme qui est celui de l'extrême droite et des nationalistes. Ce discours localiste n'a pas toujours été aussi présent dans le discours d'extrême droite, mais
certaines tendances de la mouvance d'extrême droite l'ont porté il y a déjà un certain temps, notamment quelqu'un comme Alain de Benoît, en relisant les écrits des auteurs nationalistes et qui considéraient finalement que le localisme était une façon de consolider le nationalisme. C'est-à-dire qu'il fallait, voilà, pour défendre la nation, il fallait s'ancrer dans le local, et donc que les deux étaient complémentaires, et qu'en favorisant le localisme, on pouvait favoriser le nationalisme. Et bon, ce débat d'idées a continué pendant un certain nombre d'années à l'extrême droite, et en 2019, au moment des élections européennes, on a vu vraiment le Rassemblement national s'emparer de l'idée localiste, en faire un élément programmatique assez fort, pour des raisons notamment stratégiques, puisque le localisme permettait de répondre à un certain nombre de sujets, et en premier lieu à la question écologique, puisque le discours du Rassemblement national était de dire que pour protéger l'environnement, c'est par le local qu'il fallait commencer, et qu'à partir du moment où les gens étaient attachés au local, naturellement, ils allaient essayer de le protéger. Et puis, bien sûr, il y a une jonction sur la question identitaire entre le discours traditionnel identitaire, nationaliste européen, et l'identité locale. Et donc, depuis 2019, le Rassemblement national considère que le localisme est un élément programmatique fort. À côté de ça, on a un localisme progressiste qu'on connaît bien dans nos mouvements, puisque voilà, on a tout un tas de militants qui évidemment sont investis localement, qui défendent certaines formes d'action locale. Là, on peut penser à tout ce qui est AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne et la relocalisation de la production alimentaire. Il y a tout un tas d'actions locales. Ça va des occupations comme Notre-Dame-des-Landes à des formes de militantisme local. Et ce localisme progressiste a aussi une histoire. Il provient de certains mouvements de gauche, notamment les mouvements qui contestent l'étatisme, les mouvements anti-stalinistes, les mouvements autogestionnaires. Mais ce discours localiste va prendre une place extrêmement importante à gauche, à la fois pour des raisons idéologiques et à la fois pour des raisons stratégiques. Et notamment, vous avez quelqu'un qui a porté ce discours localiste et autogestionnaire de façon particulièrement importante dans les années 60 et 70, c'est Michel Rocard, qui, à l'époque du PSU, crée une alliance avec des mouvements régionalistes, avec des catholiques de gauche attachés au localisme, et le PSU va porter un discours localiste, régionaliste assez fort, et quand Michel Rocard va rentrer au Parti socialiste, il va amener ce discours très régionaliste qui va intégrer le programme du Parti socialiste. Et puis, évidemment, dans la mouvance, on peut dire aujourd'hui altermondialiste, on a cette idée encore qu'on peut changer les choses par le local, et en tout cas que le changement global commence par le local. Et d'ailleurs, c'était un slogan de l'association Attaque. Et puis,
Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est même sans doute le plus intéressant dans l'affaire. On a un discours localiste tout à fait libéral qui, pour moi, remonte à il y a quelques années. Dès les années 90, on voit dans les négociations internationales sur l'environnement, par exemple, on voit sortir la notion d'agenda 21 avec un appel aux collectivités, donc les régions, les villes, à développer des programmes, des plans d'action pour lutter contre le changement climatique, pour préserver l'environnement, alors même que la communauté internationale refuse de prendre des mesures sérieuses pour lutter contre le changement climatique. Et donc, on a un report finalement de l'effort sur le local et un discours qui commence à s'ancrer dans le discours institutionnel, qui est que par l'action locale, on va réussir à voilà, changer certains modes de production, de consommation, qu'on va pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on va pouvoir réduire les consommations d'énergie, etc. Mais on a, je pense, un tournant où ce discours localiste va prendre énormément d'ampleur dans le discours institutionnel, à la fois au niveau des États et au niveau des institutions internationales. C'est quand finalement le mythe de la mondialisation heureuse s'effondre, et je pense qu'il commence vraiment à s'effondrer avec la crise de 2007-2008, hein, la crise déclenchée par les subprimes. Et finalement, la mondialisation heureuse, qui était le discours dominant, bon, on s'aperçoit que plus grand monde y croit, et il faut trouver un substitut. Et le substitut, ça va être le localisme heureux. C'est-à-dire que les États, les institutions vont changer un peu de discours en disant, voilà, la mondialisation, c'est un fait, elle est là, on n'y peut pas grand-chose. Il y a des effets globalement bénéfiques, il y a des effets pervers, mais on va contrebalancer les effets pervers par le local. Et donc, on a une espèce d'emballement du discours localiste où voilà, on va en rajouter encore sur les questions environnementales en essayant voilà, d'impliquer davantage les collectivités, les citoyens, bien sûr, avec la responsabilité, la fameuse responsabilité individuelle. Donc, on va en faire des tonnes sur des questions comme les circuits courts, et notamment les circuits courts alimentaires qui touchent évidemment à quelque chose d'important pour la population. Et puis, on va renforcer un discours qui était déjà présent, mais qui va être de plus en plus important, qui est qu'on peut faire du développement économique à une échelle locale, à l'échelle des régions, à l'échelle de communautés de communes, d'agglomérations, de territoires. Bon, le terme territoire étant quelque chose d'assez flou, mais globalement qu'on peut considérer comme un bassin de vie. Eh bien, le discours dominant va dire que les territoires peuvent faire des projets de territoire et porter un projet de développement économique. Et puis, bien sûr, il y a l'argument démocratique qui consiste à dire qu'on va reconquérir la démocratie par le local. C'est-à-dire qu'au niveau local, c'est là où les citoyens peuvent s'exprimer, c'est là où on peut avoir du débat, où on a des élus à qui on peut parler, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau national. Et donc, on peut recréer de la démocratie. Et la traduction institutionnelle de ce localisme, c'est aussi, en tout cas un aspect, c'est la décentralisation. Et la décentralisation est un sujet à part entière, mais qui évidemment est lié à cette évolution des idées
sur l'importance du local, avec là encore une bataille idéologique et des questions stratégiques qui vont intervenir. L'idée de décentralisation, bon, l'État français s'est construit évidemment contre les pouvoirs locaux et on a toujours eu une bataille entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux, où bien sûr les gens qui détiennent le pouvoir local réclamaient davantage de pouvoir, réclamaient des formes de décentralisation. Et pendant des années, ce discours voilà, a été tenu de façon plus ou moins forte suivant les périodes. On s'aperçoit que, évidemment, c'est à partir du moment où on a des élections et où on a des mouvements qui sont dans l'opposition et qui ont un pouvoir local, mais qui n'ont pas le pouvoir national. Bon, évidemment, à ce moment-là, ils réclament davantage de décentralisation. Et puis, si jamais ils sont élus au niveau national, ils oublient aussitôt leurs revendications de décentralisation. Donc, on a une espèce de jeu politique qui va durer pendant très longtemps, mais avec une concrétisation dans les années 1980, puisque c'est le Parti socialiste, en 1982, qui véritablement fait la décentralisation avec les lois de fer qui créent des collectivités locales, notamment les départements et les régions. Et finalement, la question, c'est pourquoi est-ce que le Parti socialiste fait cette décentralisation que finalement tous les gouvernements précédents avaient promis sans la réaliser. Eh bien, parce qu'on est dans une situation économique très compliquée, parce qu'on fait face à une désindustrialisation qui commence à être assez forte, parce que les dépenses sociales augmentent et que, même s'il y a des raisons idéologiques, puisque la gauche décentralisatrice, la gauche régionaliste a soutenu le Parti socialiste, eh bien, d'un point de vue tout à fait pragmatique, François Mitterrand comprend qu'en décentralisant, il va partager les responsabilités et il va pouvoir déléguer des responsabilités sur des sujets extrêmement complexes aux collectivités locales. Et donc notamment, le social, enfin, un certain nombre de compétences sociales sont attribuées au département, avec des dépenses sociales qui sont en augmentation et des budgets qui sont décentralisés, qui ne correspondent pas finalement aux besoins en matière d'aide sociale. De la même manière, on est dans une phase de crise économique avec une désindustrialisation et on va transférer aux régions des compétences de développement économique. Et donc, il y a un coût politique qui est relativement remarquable, qui est que voilà, si finalement on échoue à enrayer la désindustrialisation, si on a des dépenses sociales qui continuent à augmenter, eh bien, voilà, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État qui est seul responsable. On peut rejeter aussi la responsabilité sur les régions ou sur les départements. Mais Mitterrand a finalement ouvert cette boîte de Pandore de la décentralisation. Les élus, bien sûr, s'engouffrent dedans. On avait déjà des élus locaux qui avaient un certain pouvoir, notamment les maires des grandes villes. Avec la décentralisation de 82, on va voir les présidents de département, les présidents de région, qui sont élus au suffrage universel, qui vont avoir davantage de légitimité et qui vont évidemment gérer des budgets et donc avoir un pouvoir de distribuer des subventions. Et par la suite, quasiment toutes les majorités politiques qui vont se succéder
vont renforcer la décentralisation avec différentes lois. Donc la droite en prendra un certain nombre. Hollande, quand le Parti socialiste revient au pouvoir, fera une nouvelle vague, une nouvelle loi de décentralisation. Et voilà, plus ça va, plus on transfère du pouvoir aux collectivités locales, avec une collectivité en particulier qui est la région, qui a un pouvoir de plus en plus important, et des présidents et des présidentes de région qui ont un discours voilà, de plus en plus indépendantiste, entre guillemets, c'est-à-dire qui considèrent qu'ils font mieux que l'État et on doit les laisser faire le plus librement possible. Et il y a quelques jours, je voyais le site de la région Occitanie, donc avec la formidable Carole Delga, qui, donc socialiste, et qui a fait sur le site Occitanie une page sur la souveraineté régionale. Donc c'est quand même assez extraordinaire, puisque des gens qui ont participé à détruire des pans entiers de souveraineté nationale, aujourd'hui revendiquent, affichent une souveraineté régionale en considérant que c'est par les politiques régionales eh bien, qu'on va pouvoir relancer l'économie, lutter contre la précarité, etc. Donc, bon, la question qu'on peut se poser, et que j'ai évidemment posée dans le livre, c'est est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce que le localisme fonctionne? Que ce soit un localisme progressiste ou un localisme libéral. Bon, je mets fin tout de suite au suspense, la réponse est non. La réponse est non. Alors, quand on regarde la mouvance progressiste, on a un localisme qui ne se limite pas seulement à mener des actions locales, mais qui de plus en plus est érigé en façon de reconstruire finalement une société différente, et qui prétend eh bien, pouvoir lutter contre la mondialisation, pouvoir lutter contre les grandes multinationales par le local. Et évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des espaces alternatifs. Hein, tout ce qui est circuit court, AMAP, des ateliers de réparation, des choses qui créent du lien, qui ont du sens, qui évidemment ont un intérêt d'un point de vue social et environnemental. Tout ça, c'est bon à prendre. Mais par contre, il paraît quand même assez évident que ce n'est pas avec des AMAP qu'on va entamer le monopole d'un certain nombre de grandes multinationales de l'agroalimentaire, et que pour lutter contre ces multinationales, il faut d'autres moyens, un autre rapport de force. Sur la question économique, c'est encore plus flagrant, puisque, alors, même si l'alimentation fait partie de la question économique, mais disons sur la question de l'industrie, de la production industrielle, toutes les initiatives locales qui ont été prises ont été inefficaces d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir un soutien à une activité, une relocalisation d'activité, effectivement parce qu'on a eu une animation locale, parce qu'on a eu des aides des régions, voilà, parce qu'on a structuré un certain nombre de choses au niveau local. Mais bien sûr, ça ne permet pas d'envisager une relocalisation à grande échelle, et ça ne permet pas surtout d'envisager un changement de rapport de force économique. Puisque on se bat, quand on parle de
démondialiser, on se bat contre des multinationales qui ont un poids colossal, qui ont une stratégie à l'international, qui bénéficient du libre-échange, etc. Vous connaissez très bien tout ça. Et évidemment, ce n'est pas à l'échelle régionale qu'on peut affronter ces multinationales. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer un terrain favorable pour que les investisseurs privés viennent investir chez vous. C'est-à-dire, finalement, décliner à l'échelle locale la stratégie libérale qui consiste à favoriser les investissements, donc à attirer les grandes entreprises par des aides, par un coût du travail qui sera plus faible, des conditions de travail qui seront plus intéressantes pour les multinationales. Et finalement, la grande illusion de ce discours localiste, c'est celle-là, c'est qu'on nous fait croire qu'à une échelle locale, on peut affronter les grandes puissances économiques, ou en tout cas qu'on peut contrebalancer la mondialisation, alors même que tout le processus à l'œuvre depuis quand même un certain nombre d'années consiste à concentrer les pouvoirs, et à concentrer les pouvoirs à une échelle supranationale. Alors évidemment, je passerai vite sur la question européenne. On transfère des compétences à l'Union européenne en matière d'économie qui font que finalement les territoires à qui on demande de faire un programme de développement économique n'ont plus aucune marge de manœuvre et ne peuvent que s'insérer dans le modèle européen de la concurrence et un modèle où les territoires finalement sont en compétition pour attirer les entreprises, pour attirer les capitaux. Et puis, on a un transfert de pouvoir, pas simplement au niveau de l'Union européenne, mais au niveau des grandes multinationales, avec bien sûr le libre-échange, la dérégulation des mouvements de capitaux, qui fait que ces entreprises peuvent investir à peu près où elles veulent en fonction de ce qui les arrange, donc dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, dans des territoires parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a un contexte favorable. Mais finalement, ce n'est pas la politique locale, ce n'est pas ce localisme qui permet de changer les choses au niveau économique. Alors, pour dire un mot sur la question des relocalisations, puisque depuis, j'ai fait un nouveau travail sur la relocalisation, qui est une espèce de suite logique, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait le constat que le localisme ne fonctionne pas pour affronter la mondialisation, pour démondialiser l'économie, ça veut dire qu'il faut le faire avec d'autres moyens. Et on entend, comme on a une unanimité quasi sur la question du localisme, on a aussi une quasi-unanimité aujourd'hui sur la question de la relocalisation, c'est-à-dire que tous les partis politiques disent qu'il faut relocaliser. Vous avez même une partie des économistes orthodoxes qui considèrent effectivement qu'on a été trop loin dans la délocalisation et qu'il faudrait relocaliser un certain nombre d'activités. Sauf que là aussi, on a une vision libérale de la relocalisation qui consiste à dire qu'on va relocaliser en étant compétitif et en étant plus compétitif que les pays dans lesquels on a délocalisé un certain nombre d'activités. Et donc, chez les libéraux, on n'est plus forcément sur un discours totalement
libre-échangiste et où on considère finalement que les activités qui sont délocalisées, ce n'est pas très grave, c'est compensé par autre chose. Maintenant, on entend dire que oui, il faudrait relocaliser, mais il faudrait le faire dans un cadre totalement inchangé en termes de concurrence internationale, et donc gagner au jeu de la compétitivité. Et donc ce discours, bien sûr, justifie toutes les régressions sociales, que ce soit la réforme des retraites, l'allongement de la durée hebdomadaire du travail, la baisse du coût du travail. Et voilà, c'est ce que le macronisme nous dit aujourd'hui. On pourra relocaliser en étant compétitif. Et finalement, ce discours n'est pas très éloigné d'un certain discours nationaliste euh, qui consiste à dire que bon, on a un système libre-échangiste et bon, ce libre-échange globalement convient bien à partir du moment où on a un libre-échange qui soit un peu plus équitable. Et quand Donald Trump aux États-Unis a commencé à affronter la Chine et à mettre en place des mesures protectionnistes, c'est exactement ce qu'il a dit. Le libre-échange, d'accord, mais il faut un libre-échange équitable. Et donc, on peut mettre en place des mesures protectionnistes pour contrer la montée en puissance de la Chine, pour limiter certaines opérations de dumping. Mais ce néo-nationalisme, ce néo-protectionnisme, finalement, ne change absolument rien au problème, puisque la règle fondamentale, c'est le libre-échange, et simplement, voilà, on limite les excès du libre-échange par des barrières douanières. Moi, je considère qu'on doit relocaliser l'économie d'abord pour la placer sous contrôle démocratique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut créer de l'emploi. Évidemment, il y a des secteurs stratégiques qui ne doivent pas être contrôlés par des investisseurs étrangers. Mais l'enjeu fondamental de la relocalisation, c'est de placer sous contrôle démocratique la production, parce qu'on ne peut pas contrôler démocratiquement une production qui est délocalisée. Donc, on doit avoir une réflexion beaucoup plus sérieuse que ce que les partis politiques et les économistes orthodoxes nous proposent aujourd'hui sur la relocalisation. Et on doit commencer par se poser la question de ce qu'il faut relocaliser. C'est-à-dire que les libéraux aujourd'hui considèrent qu'un pays comme la France doit se positionner sur des activités à forte valeur ajoutée et qu'il faut être compétitif dans la concurrence internationale sur des secteurs qui sont prometteurs en termes de croissance. Ça ne répond pas du tout aux besoins sociaux, ça répond aux besoins des grandes puissances industrielles, des grandes multinationales qui ont des stratégies pour faire du profit et qui considèrent par exemple qu'il faut développer le véhicule électrique, qu'il faut développer tel type de production parce qu'il y a des profits à faire. On doit avoir une réflexion sur les besoins et on doit penser la relocalisation d'un certain nombre d'activités utiles qui ont été délocalisées. Je prendrai par exemple la question du médicament, qui est un sujet évidemment extrêmement important, et pas seulement depuis la crise du Covid, mais ça fait des années qu'on a des pénuries de médicaments ponctuelles, mais des pénuries parce qu'on a délocalisé dans les pays à bas coût de main-d'œuvre la production des principes actifs, et que la concurrence internationale fait que voilà, on n'est pas toujours approvisionné à temps. On peut avoir des problèmes de production en Chine qui vont faire qu'on va manquer de médicaments.
Et puis derrière, bien sûr, on a des multinationales qui ont organisé cette délocalisation et qui continuent à faire des profits absolument faramineux. Eh bien, il faut relocaliser cette production pharmaceutique de base, hein, pas simplement des produits à haute valeur ajoutée, mais des produits de base comme l'ibuprofène, comme des traitements anticancéreux, voilà, des choses qui ont été complètement délocalisées parce que c'est tombé dans le domaine public, il a fallu baisser les coûts de production pour maintenir les marges des industriels. Et donc, cette production est partie en Asie. Et voilà, il faut la relocaliser. Et pour la relocaliser, eh bien, il est évident qu'il faut une stratégie nationale. Et voilà, pour faire le lien avec cette illusion localiste, ça paraît évident qu'on ne va pas recréer une industrie nationale du médicament par le local. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Il faut une stratégie nationale de relocalisation de cette production. Et il ne suffit pas de relocaliser cette production, il faut aussi savoir quel est l'objectif. Est-ce que c'est simplement de la faire revenir sur le territoire national ou est-ce que c'est d'en faire un bien commun et à ce moment-là, eh bien, de la passer sous contrôle public? Eh bien, voilà, moi je pense que cette production de médicaments doit passer sous contrôle public. Et donc, ce n'est pas du tout la même logique. Il ne s'agit pas d'attirer les investisseurs sur le territoire national pour reproduire ce qu'ils ont délocalisé. Il s'agit de créer une entreprise publique du médicament qui produise en France ce dont on a besoin. Et voilà, dans ce livre sur la relocalisation, eh bien, j'ai proposé une stratégie qui consiste à nationaliser un certain nombre de laboratoires qui produisent toujours en France, parce que voilà, il y en a quand même encore, il y en a très peu, mais il y en a encore quelques-uns, de les nationaliser et de les faire produire des molécules de base et les vendre à prix coûtant. Et de cette façon, eh bien, on organise une concurrence entre le public et le privé, mais une concurrence, bien sûr, qu'on peut gagner. Parce que, vu les profits que font les multinationales de la santé, vu les marges absolument indécentes qu'ils réalisent, eh bien, une production à prix coûtant public euh, évincerait du marché national les grands groupes pharmaceutiques. Et du coup, de proche en proche, on pourrait commencer par 2 ou 3 substances actives et puis étendre le panel et de proche en proche créer une véritable entreprise publique du médicament relocalisée en France et sous contrôle public. Voilà, ça a du sens. Ça, c'est de la démondialisation et ce n'est pas simplement la relocalisation que nous proposent les libéraux ou même la relocalisation que nous proposent certaines forces progressistes, cette relocalisation par le local, voilà, qui peut fonctionner. C'est vrai que pour les produits alimentaires, on peut imaginer s'approvisionner en local, et encore, pas pour tout, mais dont on voit très vite la limite. Par exemple, malgré la multiplication des AMAP, donc il s'en est créé quand même un certain nombre un peu partout en France, eh bien, on importe aujourd'hui de l'étranger 40% de notre consommation de légumes et 60% de notre production de fruits, notre consommation de fruits. Et la tendance est encore à la hausse. C'est-à-dire que malgré le Covid, malgré les discours sur les circuits courts, malgré tous ces discours sur la relocalisation, eh bien, la part de la production française continue de baisser. Donc, on voit bien que ça ne marche pas et que si on veut relocaliser l'économie, eh bien, il faut une stratégie nationale et il faut un État qui assume de prendre un certain nombre de mesures
donc d'avoir une stratégie d'ensemble, d'ampleur de relocalisation et qui soit en mesure d'affronter, évidemment, les grandes puissances économiques, puisque, autant vous dire que autant les investisseurs, les détenteurs de capitaux que les dirigeants de grandes entreprises se laisseront pas faire sans réagir et que ce sera une vraie bataille, mais bataille qu'on n'a pas le choix d'engager parce que si on laisse la mondialisation se poursuivre, le libre-échange se poursuivre, eh bien, on va vers une accélération de la désindustrialisation, d'autant plus qu'aujourd'hui, le phénomène qui monte dans l'industrie, c'est la robotisation, qui fait que peut-être on aura des entreprises qui reviendront ou qui continueront à produire en France, mais elles le feront en employant quasiment personne parce qu'elles préféreront acheter des robots qui permettront d'automatiser les lignes de production et tout ça coûtera moins cher que d'employer des gens. Donc voilà ce travail sur le localisme que j'ai fait avec ce livre paru il y a 2 ans et quelques éléments sur la relocalisation avec ce nouvel ouvrage qui vient de sortir. Et voilà, donc j'espère pouvoir parler à l'occasion de la séquence électorale qui vient, même si je désespère qu'on parle un jour d'économie, puisque à part le Covid et à part la sécurité ou l'immigration, eh bien, les sujets économiques aujourd'hui sont totalement mis de côté dans cette campagne, ce qui est tout à fait dramatique. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Aurélien, c'était clair. On va maintenant passer à la partie du débat. Donc, les personnes qui veulent prendre la parole seront appelées à lever leur petite main et à la fermer dès qu'elles auront la parole. Je m'inscrirai d'ailleurs dans cette séquence également. On redémarre donc avec le débat. Claire, tu as la parole. Merci beaucoup, Michel. Merci à Aurélien pour la présentation. Je suis donc une militante à... Je vais mettre ma vidéo, pardon. Je suis une militante à Notre-Dame-des-Landes et ce que tu viens de nous exposer, je le vis parfaitement au quotidien. C'est-à-dire qu'il se fait énormément de choses originales sur le site et puis je vois bien les limites et que ce n'est pas ça qui va nous amener, si ça continue évidemment, qui va nous amener à changer le monde. D'ailleurs, beaucoup d'autres participants à cette lutte le pensent aussi. Je ne suis pas du tout originale là-dedans. Et j'ai bien compris ta présentation. Et à chaque fois, je bute sur quelque chose où j'en vois nulle part le démarrage d'une solution, c'est le problème des salaires. Je m'intéresse un peu à l'agriculture et je pense par exemple, on va prendre l'exemple de la viande, que notre façon d'élever, enfin de faire de l'élevage en France d'une manière traditionnelle peut concilier la qualité, le sens du travail, la protection, le bien-être animal, mais pour ça, il faut des gens. Donc, des salariés et des entrepreneurs, mais des salariés. Et évidemment, tout de suite, le mur, c'est le salaire. Ça coûte cher. Donc, c'est insurmontable. Je voudrais savoir quelles sont tes propositions là-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait donc avoir une activité justement locale qui rend service à tous et qui pourrait être reconnue d'un point de vue salarial et ne pas être l'argument je dirais, massif, massu, pour ne pas le faire, justement. Merci. Tu veux répondre maintenant, Aurélien, ou tu veux d'autres interventions? Comme vous voulez. Bon, bah alors vas-y, réponds maintenant, si tu veux bien. Oui. Évidemment, c'est un problème
absolument crucial et c'est voilà, le problème sur lequel on bute. Alors, salaire, pouvoir d'achat, niveau de vie, enfin bon. Dès qu'on parle d'écologie, dès qu'on parle de consommer des produits de qualité, évidemment, la question, c'est de savoir qui peut se le permettre. Donc, ça pose la question des salaires et du coup, ça pose la question de la répartition des richesses, évidemment. Et dans la relocalisation, je pense qu'il y a un élément absolument fondamental qui est la relocalisation des capitaux. Pour deux raisons. Parce que la libre circulation des capitaux permet non seulement de fuir l'impôt, met en concurrence les États au niveau de leur fiscalité et donc va inciter des États comme la France à ne pas augmenter ou réduire la fiscalité sur les entreprises pour attirer les capitaux. Et puis, cette libre circulation permet aux investisseurs en France de placer leurs capitaux à l'étranger dans des endroits où ces placements sont plus rentables que des investissements en France. On a un exemple sensationnel en la matière, c'est dans le domaine de l'énergie, où on n'a pas de délocalisation de la production énergétique, mais on a une délocalisation des capitaux, puisque y compris des entreprises comme Engie ou comme EDF préfèrent investir dans des pays où il y a des rendements sur investissement plus importants qu'en France et délaissent des investissements en France. Donc, je pense qu'il faut mettre fin à la libre circulation des capitaux et pour relocaliser les investissements, parce que, évidemment, reconstruire une industrie pharmaceutique française, ça va nécessiter des investissements. Reconstruire un service public de l'énergie décent, ça va nécessiter des investissements. Reconstruire un secteur agroalimentaire de qualité dont on réduise l'impact écologique, ça va nécessiter des investissements. Et donc, il va falloir les orienter vers le territoire national, vers des activités utiles. Et les détenteurs de capitaux ne le feront pas naturellement. Ils continueront à aller chercher des rendements financiers là où ils sont les plus intéressants. Et puis, il faut contrôler les mouvements de capitaux pour pouvoir les taxer. Et pour financer un certain nombre de dépenses de l'État et pour relever les salaires et avoir, notamment dans les entreprises publiques qui participeront à la relocalisation, des salaires décents, des salaires qui permettront aux gens de vivre correctement et d'acheter une production française, même si elle est plus chère, et elle sera plus chère dans un certain nombre de domaines qu'une production délocalisée dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Par exemple, si on relocalise une production textile, bon, aujourd'hui, en France, il reste une production textile, mais qui est alors, soit du textile technique pour des utilisations techniques, donc pas pour de l'habillement, soit du luxe, ou en tout cas des produits qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Ce qui est accessible au plus grand nombre, c'est ce qu'on importe de pays à bas coût de main-d'œuvre, Bangladesh, en Turquie, en Asie, produit dans les conditions qu'on sait, et avec une qualité qui est tout à fait médiocre. Et donc, si on veut réindustrialiser et reproduire du textile, l'objectif, ce n'est pas de faire du luxe, que les 3/4 des gens ne pourront pas se payer. Ce n'est pas non plus de faire l'équivalent du textile à bas prix
chinois ou du Bangladesh parce que on connaît les impacts environnementaux et puis que ça n'aurait pas de sens. Il faut viser un intermédiaire où on produit des produits qui sont à un niveau de prix raisonnable et avec une certaine qualité. Et voilà, il faut que les gens puissent se les payer et donc qu'on ait des salaires décents. Et je pense que c'est d'abord par la taxation des richesses et donc par le contrôle des capitaux qu'on peut y parvenir. Et si dans les entreprises publiques qui participeront à cette relocalisation, on a des salaires corrects, évidemment, il y aura une concurrence là aussi entre le public et le privé, et donc on va tirer vers le haut mécaniquement les salaires du privé. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler les capitaux pour les taxer? Bon, j'ai fait un chapitre entier sur le sujet avant le tournant eurolibéral des années 80, où on a mis en œuvre la dérégulation des mouvements de capitaux. Tous les États avaient des systèmes de contrôle des capitaux qui fonctionnaient très bien et qui seraient possibles à remettre en place aujourd'hui. On avait des autorisations administratives pour les entrées, les sorties de capitaux. Quand un investisseur étranger venait investir dans le pays, on avait des dépôts de garantie non rémunérés qui permettaient de faire en sorte qu'on ait un contrôle sur les activités de cet investisseur. Donc, on a des outils qui existaient et qu'il faut remettre en place avec l'objectif de taxer davantage les richesses et de mieux les répartir. Merci Aurélien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, pas pour le moment. Moi, je voulais intervenir. Je trouve que ce qui est particulièrement clair dans l'histoire que tu nous racontes, c'est le fil rouge qui est évidemment celui qui est tiré par les libéraux, les néolibéraux, depuis des lustres, puisque leur stratégie a été parfaitement définie et théorisée de longue date. On n'en fera pas l'histoire aujourd'hui, mais on peut la lire d'ailleurs sur le site du Pardem, qui est de fragiliser l'État, de transformer l'État, de le réduire à peau de chagrin, mais ce pot de chagrin devant être maintenu pour que le néolibéralisme puisse continuer à se déployer. Et donc la stratégie a été le contrôle de l'État. Et on voit depuis ces dernières décennies que l'État est sous tutelle de gouvernements qui se succèdent et qui ont épousé les thèses néolibérales. Et dans l'histoire que tu nous racontes, si je l'ai bien comprise, le localisme devient un substitut pour tous ceux qui essayent de se dépêtrer de la situation dans laquelle nous sommes en faisant les constats, la désindustrialisation de la France, l'augmentation de la pauvreté, la précarité, le gel des salaires, voire la baisse des salaires dans un certain nombre de secteurs, qui ne voient pas comment s'en sortir. Alors souvent, quand on ne sait pas s'en sortir, on pratique l'entre-soi. Et le localisme est une façon absolument extraordinaire de pratiquer l'entre-soi. On se connaît, on est dans le village X ou Y, on arrive à connaître les besoins des gens assez rapidement et on organise des actions de substitution, finalement, dont vont pouvoir bénéficier une partie de ces habitants locaux, et on se défait de la responsabilité de citoyen qui est de penser en fait la nation tout entière.
Et ça, c'est un projet néolibéral, évidemment. C'est même le projet néolibéral qui ne veut plus, qui réduit le budget social, on va dire comme ça, et qui préfère organiser la charité entre soi. C'est-à-dire que c'est une pensée communautariste. Nous sommes dans un entre-soi, à un moment donné, eh bien, on se bat, par exemple dans les AMAP, que je connais bien, on se bat pour changer les choses. Mais en réalité, on ne change rien. Par contre, on crée du service. Et finalement, on ajoute à la confusion. C'est-à-dire que ça exonère, c'est terrible ce que je dis, mais je le dis quand même, ça exonère les bénévoles, les militants des AMAP, de penser au-delà de leur guillemets territoire. Eh bien ça, c'est exactement ce que veut le néolibéralisme, qui est qu'il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui se démerdent en ayant des petits boulots et en survivant tant bien que mal. Et puis, il y a ceux qu'il faut aider, entre guillemets, qu'il faut assister, parce que ce sont les plus pauvres. Et on voit bien que le chèque de 100 € de Macron, par exemple, qui est accordé généreusement à tous ceux qui ont des revenus inférieurs à 2 000 €, donc un chèque contre l'inflation, un chèque unique de 100 €, eh bien, c'est exactement cette manière de faire. Et pendant ce temps-là, les départements sont englués jusqu'au cou par la facture du RSA, entre autres. Euh, donc, ce qui me paraît évidemment logique, c'est la suite de ton histoire avec la relocalisation que nous partageons grandement au Pardem. Ce n'est pas un secret pour les militants de Pardem, en tout cas, qui est de construire les conditions de la relocalisation, intégrant même les investissements nécessaires pour relocaliser, c'est-à-dire de faire de l'État à nouveau un interventionniste, de l'interventionnisme sur la question économique. C'est-à-dire que il faut redémocratiser l'État, mais il faut aussi lui redonner des prérogatives qui lui ont été enlevées par le système néolibéral dans la pensée magique que finalement la concurrence allait être un facteur d'amélioration des conditions de vie et de baisse des prix. Les choses ont été maintenant éprouvées, tout le monde sait que c'est faux et tout le monde cherche une solution. Mais pour trouver une solution, il faut se défaire de la pensée dominante qui consiste à considérer que l'État est un ennemi du peuple. L'État doit être un ami du peuple à partir du moment où le peuple peut le contrôler. Et c'est ce qui fait la souveraineté d'un peuple. Ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et donc, je pense que ce que tu développes comme pensée, comme proposition, a peu de chances actuellement d'être entendu par les candidats à la présidentielle, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce qu'ils ne mettent pas la question de l'État au centre de la relocalisation, de la réindustrialisation, de la sortie de la décadence de la France et surtout des difficultés que rencontrent, que je dirais même que subissent la plupart des citoyens français. Alors, ce n'était pas une question, c'était évidemment de te renvoyer un petit peu comment moi j'entends le fil de ce que tu racontes, et je voulais savoir si je m'étais trompée ou pas, en fait. Non, non, pas du tout. C'est tout à fait ça. En fait, le travail que j'ai fait sur le localisme, c'est le complément qui avait été un peu oublié par un certain nombre de gens qui ont écrit sur le dépérissement de l'État. C'est-à-dire que on a beaucoup de choses qui ont été écrites sur
la façon dont s'est construit l'État libéral, la façon dont on a transféré des compétences à l'Union européenne, dont on s'est dépossédé d'un certain nombre de souveraineté. En fait, on a un double mouvement, et d'ailleurs qui se fait en même temps. On a un transfert de compétences à l'Union européenne, effectivement, de compétences extrêmement importantes, voilà, où on sacrifie les politiques industrielles, monétaires, enfin, bon, tous les outils qui permettraient d'orienter l'économie ont été transférés à l'Union européenne. Et en même temps, on a fait un transfert de compétences au local avec des compétences qui, globalement, consistent à gérer localement les dégâts de la mondialisation. Voilà, on a l'aide sociale au département, on a le développement économique local aux collectivités, et voilà, on crée un désastre industriel, un désastre social avec la mondialisation, évidemment avec le rôle déterminant de l'Union européenne, et puis les compétences que l'État avait et qui permettaient de limiter finalement ces dégâts, on les a confiés au local. Et donc, il ne reste plus au niveau de l'État que l'État libéral. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est extrêmement important aussi, c'est que le localisme et la décentralisation surtout d'ailleurs, permettent d'accélérer la privatisation et le morcellement des services publics. C'est-à-dire que ce qui reste d'État social en France est menacé de plus en plus par la décentralisation, puisque on confie des compétences supplémentaires aux régions, aux intercommunalités, et qu'on est en train d'atomiser un certain nombre de services. Je pense notamment à la question des transports, avec un localisme qui cache finalement un désengagement de l'État, notamment sur le ferroviaire. On a transféré aux régions la gestion des TER, donc l'État se désengage, les régions prennent les choses en main, et puis on a l'ouverture à la concurrence. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des régions qui utilisent cette ouverture à la concurrence et qui vont privatiser un certain nombre de lignes. Donc, la décentralisation attaque directement les services publics, et finalement, on procède à une atomisation de la communauté politique nationale. C'est-à-dire qu'en créant d'abord des régions administratives et ensuite en essayant de leur donner une identité, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous créez une région administrative. Je veux dire, c'est pas très grave, c'est une échelle administrative qui voilà, permet de gérer un certain nombre de choses localement. Bon, il y en a besoin, on ne peut pas tout gérer depuis Paris, ça peut se comprendre. Mais vous avez des élus qui ont un pouvoir politique, qui veulent le garder, qui veulent le consolider, et qui vont jouer sur un aspect identitaire finalement, qui vont créer ou recréer ou aller chercher dans l'histoire des éléments d'identité régionale, qui vont jouer la carte de ce régionalisme, qui vont en même temps tenir un discours anti-État. Regardez, écoutez les discours des présidents et présidentes de région, c'est absolument formidable. Donc on continue à décrédibiliser l'État, et puis voilà, l'État libéral joue le jeu, puisque il considère que la gestion de ces choses qui sont finalement pas si importantes que sont les services publics se fait très bien au niveau local. Par contre, bon, voilà, on garde la police, on garde l'armée,
Voilà. Donc c'est vraiment l'État réduit à peau de chagrin, comme tu disais, mais avec des conséquences extrêmement concrètes en matière de services publics. Et voilà, je considère au contraire qu'on doit reconstruire une communauté nationale la plus cohérente possible et des services publics qui soient pas fonction de la région dans laquelle on habite. On doit avoir des services publics qui garantissent un service homogène à l'ensemble de la population. Quand on parle d'énergie, on a la tarification qui est la même pour l'électricité, enfin, qui était la même jusqu'à maintenant, hein. C'est quelque chose qui est en train d'être défait, évidemment, par la libéralisation pilotée par l'Union européenne. On a une péréquation tarifaire. Et voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut préserver et qu'il faut étendre. Et on pourrait très bien l'étendre à d'autres sujets, notamment l'eau, par exemple. Est-ce que c'est normal que parce qu'on a décentralisé la gestion de l'eau, on ait une tarification qui va du simple au double en fonction de l'endroit où on habite, qu'on ait des parties du territoire où c'est en régie, des parties où c'est privatisé? On peut très bien penser à un service public de l'eau en France qui soit géré par une entreprise nationale, mais ça suppose effectivement de penser l'État et de penser l'État, pas l'État libéral, de penser l'État social. Et effectivement, la gauche, aujourd'hui, est très faible sur ce sujet. Alors bon, la droite s'en accommode très bien, mais on attendrait de la gauche un vrai discours sur la question de l'État. Et au contraire, l'État fait peur parce que l'État est assimilé à tort au nationalisme, à des choses tout à fait répugnantes pour la gauche. Et c'est une erreur majeure, évidemment, parce que finalement, on valide l'illusion localiste, on valide dans une certaine mesure aussi la construction européenne. Et il faut essayer de réinventer finalement l'État du XXIe siècle. Voilà, c'est un vaste programme et je sais que vous vous y attelez et j'essaye aussi de faire ce travail. Et avec la difficulté qu'on est concurrencé évidemment par un discours nationaliste qui est lui aussi extrêmement dangereux. Merci Aurélien. Il y a Jean-Michel hein, qui a levé la main. Jean-Michel, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, alors merci d'abord à Aurélien pour cette… J'avais essayé de demander la parole, mais je ne sais pas comment le faire. Bon, bah alors tu parles juste après Jean-Michel, d'accord? Ok. Bon, d'abord, merci à Aurélien parce que j'ai beaucoup apprécié, comme nous tous, j'imagine, son intervention. J'invite d'ailleurs les amis et camarades à aller l'écouter quand il est interviewé par Jacques Sapir, tout récemment. J'y ai d'ailleurs pas vu de divergence fondamentale entre Jacques Sapir, défenseur, comme on le sait, de la démondialisation, et puis toi qui a l'originalité, je dirais en plus, de t'attaquer aux problèmes compliqués de la dialectique entre la verticalité et l'horizontalité, chose qui n'est pas du tout simple. Et je voulais dire d'ailleurs, tu l'as évoqué dans ta petite conclusion, que le Pardem a entrepris une réflexion institutionnelle sur ce sujet, constatant, après beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, que la verticalité systématique, malheureusement, on a vu les résultats de ce que ça donnait au XXe siècle, avec, je dirais, un État bureaucratisé, non contrôlé par le peuple et investi de tous les pouvoirs. Et de l'autre côté, l'impuissance de l'horizontalité,
qui mènent, je dirais, à des combats, certes, qu'il faut assumer, hein, toutes les zones à défendre, dans lesquelles, Claire notamment, mais beaucoup d'autres, sont investis. Je pense que ça peut être un levier non négligeable des luttes, tout ça, mais quand même des luttes qui finissent par une sorte d'impuissance, dans la mesure où on ne fait pas trop le poids vis-à-vis de ce que tu as très bien décrit, au niveau des multinationales, du système de mondialisation, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que la mondialisation a besoin d'un État, même s'il réduit l'État à des fonctions de répression et d'ordre, hein, mais il n'est pas prêt de s'en dessaisir. J'aurais voulu que tu dises peut-être 2 mots sur le fait que je pense que ce problème très important qui hante tous ceux qui veulent mettre fin au capitalisme depuis quand même pas mal de décades, essayer de faire je dirais une relation dialectique entre d'un côté un État, ça a été dit, stratège et fort, dont on ne pourra pas du tout se passer si on veut changer les choses, mais de notre côté, par un équilibre, je dirais, de la démocratie territoriale, on va dire, hein, puisqu'au Pardem, on garde les communes et le département, mais on supprime les régions. Bon, on ne va pas lancer un débat là-dessus, mais tout le monde a compris pourquoi on essaye de proposer une architecture institutionnelle qui tient compte un petit peu de tout ça. Et voilà, je voulais te demander comment tu vois la nécessaire relation dialectique entre un État stratège fort, on en a parlé, mais également avec des collectivités territoriales et des entreprises, qu'elles soient industrielles, agricoles ou de services, hein, qui soient, je dirais, gérées par les salariés eux-mêmes, moyennant naturellement une planification démocratique, bien sûr, hein. On ne veut pas de Gosplan, encore qu'il avait eu quelques petits avantages quand même, mais bon, ne dénigrons pas complètement les expériences du passé et sachons nous en inspirer. Mais comment tu vois ça, donc cette sorte de dialectique entre un État stratège, central et fort qui est nécessaire, et puis une gestion des entreprises donc industrielles, agricoles ou de services, et des collectivités territoriales qui doivent avoir un certain nombre de moyens pour contrôler un petit peu l'État central, et tout cela démocratiquement. Voilà, je ne sais pas si tu as commencé j'imagine, hein, réfléchir à tout ça. Quel est ton avis sur cette affaire, s'il te plaît? Alors déjà, bon, je suis d'accord sur l'objectif, hein, qui est de ne pas avoir un État tout-puissant et des citoyens qui ne font que voter plus ou moins régulièrement. J'ai proposé des éléments dans la fin le dernier chapitre de l'illusion localiste, alors qui ne sont pas une nouvelle architecture institutionnelle avec voilà, une remise en cause de telle ou telle échelle. Je pense que c'est assez secondaire, c'est-à-dire que bon, voilà, on a besoin d'un découpage administratif avec plusieurs niveaux entre l'État et la commune. Moi, bon, le schéma que vous proposez, qui est finalement celui historiquement défendu par la gauche de la commune, du département et de l'État, me convient bien, mais je pense que c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est quel est le rôle du local. Et on nous a fait tout un foin autour de la démocratie locale. Voilà, c'est dans tous les discours institutionnels, le fait de rapprocher le pouvoir du citoyen
avec la décentralisation. Donc évidemment, tout ça, c'est du flanc. Mais ça pourrait être vrai à condition que localement, on pose les vraies questions politiques nationales et qu'on utilise l'échelle locale comme une échelle de débat et d'expression. C'est-à-dire que il y a une proposition, moi, que je trouve excellente, qui est celle du référendum d'initiative citoyenne et même plus globalement du référendum tout court, qu'il faudrait effectivement généraliser, à condition que ce soit sur des sujets sérieux et pas simplement sur les espaces de décision qu'on nous laisse au niveau national dans le cadre libéral. Mais si on avait un État qui décidait de rompre avec l'Union européenne, d'affronter les multinationales pour regagner une véritable souveraineté nationale et populaire, on pourrait très bien avoir un processus décisionnel où le local est sa place, où les collectivités locales, quelle que soit leur échelle, et ce n'est pas forcément la même échelle suivant le type de territoire rural ou urbain, eh bien, organisent le débat public, comme elles organisent les élections d'ailleurs, hein, l'intendance électorale, organise le débat public et qu'on puisse faire remonter de ce local des avis éclairés des citoyens pour prendre des décisions nationales. Et voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut trouver un intérêt véritable au local dans un projet de démondialisation qui passe par la réhabilitation de l'État. Sur la gestion ensuite des entreprises, bon, c'est un peu plus compliqué. Que les salariés aient davantage de pouvoir dans la gestion des entreprises, évidemment, j'y suis tout à fait favorable, mais ça ne peut pas suffire, puisque quand vous êtes salarié quelque part, quelle que soit l'activité, vous avez quand même tendance à défendre cette activité, et malheureusement, on le voit, y compris quand il s'agit de fabriquer des armes ou des produits chimiques ou de bosser dans des activités très polluantes. Bon, voilà, les salariés défendent leur outil de travail et donc il faut confronter ça avec la démocratie et avec la planification à l'échelle nationale. Et donc voilà, ça passe par des choses qui ont déjà largement été théorisées avec voilà, une part effectivement d'autogestion, mais une présence forte de l'État et ça couplé à un système démocratique basé notamment sur le référendum qui permettrait de définir les grandes orientations économiques du pays. Merci, Elia. Patricia? Voilà, c'est bien. Bon, alors, d'abord, merci Aurélia, c'était très éclairant. Et merci aux autres intervenants parce que tout ça m'éclaire. Bon, moi, je voulais simplement dire que tout ça est parfait quand on aura le pouvoir. On l'a pas. Vu ce qu'on voit actuellement, on n'est pas près de l'avoir. Donc, il faut peut-être raisonner plus en temps, sinon long, du moins pas immédiat. Et moi, mon expérience des groupes locaux, c'est qu'il y a un vrai, enfin dans ceux que je fréquente, hein, un vrai désir de changement radical. Et que l'idée, c'est quand même de se dire, s'il y a de plus en plus d'îlots de gens très motivés qui commencent à se politiser, ça part souvent de très bas,
eh ben, on a une chance d'avancer. Parce que moi, je ne vois pas tous les partis politiques, les grands partis, moi, je les récuse et je pense qu'ils ne sont pas réformables. Donc voilà, mais je suis en plein questionnement, hein, je n'ai aucune réponse. Voilà, ben, c'est un peu tout. Ouais, c'est une grande question existentielle, mais bon, c'est vrai que le discours politique actuel est très très décevant, à la fois sur la place de l'État, sur les grandes questions économiques, sur le rapport à l'Union européenne, évidemment. Et les partis politiques sont aussi pris dans une espèce de spirale électorale que la décentralisation a largement participé à mettre en place. C'est-à-dire que le calendrier électoral, quand vous mettez des élections municipales, des élections départementales, des élections régionales, ben, vous passez d'une élection à une autre. Plus les européennes, bien sûr, plus présidentielles, législatives. Et donc, bon, les partis politiques ont à peine terminé une campagne qui prépare déjà la suivante. Et ce piège des élections locales est aussi extrêmement dangereux de ce point de vue, parce que bah, finalement, on se donne plus le temps de la réflexion, et puis on sacrifie aussi la cohérence des positions pour voilà, défendre des candidatures à des élections locales. Et bon, ce débat, cette problématique de la participation aux élections locales et de ce que ça suppose, a divisé la gauche depuis le début, depuis que les municipalités, les conseils municipaux sont élus et que les socialistes se sont impliqués dans ces élections. Ça a été des débats extrêmement vifs, parce que bah, au niveau local, vous êtes obligé de faire des compromis avec d'autres forces politiques et qui vous coûtent extrêmement cher au niveau national. Et puis, bah, vous défendez aussi l'existence d'une collectivité avec ses compétences, et du coup, vous êtes en porte-à-faux pour les élections nationales, pour la défense d'un grand service public, par exemple, si ce service public, vous le gérez localement au niveau d'une collectivité. Donc, il y a un problème stratégique et un problème politique, et bon, je trouve un manque de courage des organisations actuelles. Alors voilà, sur les institutions et sur les questions économiques, c'est-à-dire que même les formations qui sont les plus écolo, sociales, les plus à gauche, finalement, proposent pas grand-chose d'autre qu'une espèce de néo-keynésianisme qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. Et la question de l'affrontement avec les forces de la mondialisation, les forces institutionnelles et les forces économiques n'est jamais posée. Alors, la question institutionnelle, c'est bien sûr le rapport à l'Union européenne avant tout. Mais voilà, la question institutionnelle n'est pas suffisante. La vraie question, c'est comment est-ce que on affronte les grandes multinationales. Et voilà, là, il y a je pense un travail de longue haleine pour échafauder un modèle de société qui soit un minimum cohérent et qu'on puisse opposer à la mondialisation néolibérale. Et ça suppose de réfléchir à l'État, mais pas seulement, de réfléchir aussi aux relations internationales, aux questions voilà, de justice sociale à l'échelle de la planète,
de remettre en cause notamment la division internationale du travail sur laquelle est basée la mondialisation et qui vise eh bien, à faire produire tout ce qui est polluant, tout ce qui est à bas coût, tout ce qui demande des matières premières dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, à leur laisser la misère, les bas salaires, la pollution, et à nous conserver tout ce qui est noble, tout ce qui fait de la valeur ajoutée, tout ce qui est technologique. Donc il y a aussi cette remise en cause à penser, et c'est pour ça que je l'intègre systématiquement, et quand je parle de relocalisation, je parle aussi de la façon dont on peut repenser les échanges internationaux et contrôler l'activité des multinationales françaises à l'étranger, qui est aussi important que de contrôler l'activité des multinationales étrangères en France. Bon, voilà, ça c'est un travail colossal. Après, il y a des choses qui peuvent avancer beaucoup plus vite qu'on croit, surtout dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui. À partir du moment où on pose les bonnes questions, je pense notamment au domaine de la santé. Alors voilà, c'est pas une nouveauté, c'est pas la pandémie de Covid qui nous a fait nous prendre conscience à quel point le secteur de la santé était en déliquescence, à quel point on avait privatisé, à quel point on avait sacrifié l'hôpital public. Mais le sujet est en pleine lumière avec la pandémie de Covid. On a, enfin, les gens, pas forcément politisés, ont appris au journal de 20 heures que on avait délocalisé à peu près 80% de la production de molécules pharmaceutiques dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. On voit les profits faramineux que réalisent les grandes multinationales. Dans ce secteur, on pourrait avoir un discours fort sur une réappropriation de la santé, et pas seulement du service public de la santé tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais aussi de la production de médicaments, de la production de matériel médical, et revendiquer une propriété publique dans ce secteur. Et je pense que ça aurait un écho fort dans la population dans le contexte actuel. Alors voilà, après, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres sujets qu'il faut aborder en ce moment, notamment la question de l'énergie, hein, où on voit les dégâts de la privatisation lancée par l'Union européenne depuis maintenant 25 ans. On voit cette flambée des prix et qui impacte tout le monde, mais d'abord, bien sûr, les classes populaires. Et voilà, le discours qui consiste à dire on doit replacer l'énergie sous contrôle public et préserver la péréquation tarifaire, préserver le service public de l'énergie, ça a un écho aujourd'hui. Le problème, et sur lequel tous les partis politiques butent, c'est le problème institutionnel avec l'Union européenne, et le problème juridique donc, puisque c'est bien un problème juridique avant tout. C'est le droit européen qui s'impose à l'État français et qui organise cette privatisation de l'énergie, qui organise le libre-échange dans le secteur de la santé. Et puis, évidemment, la question des grandes multinationales contre lesquelles il va falloir batailler. Et là-dessus, voilà, personne n'a le courage de dire comment on va s'y prendre, personne n'a le courage de préparer la population à une bataille qui sera dure, qui sera violente. Et c'est ça que je reproche, et là, voilà, je suis en plein accord, c'est ça que je reproche aux formations politiques. Mais bon, encore une fois, les choses peuvent changer vite. Qui aurait parié qu'on aurait un mouvement comme celui des Gilets jaunes, même 6 mois avant? Qui aurait parié qu'on aurait pris la Bastille, même 6 mois avant? Bon, des fois, l'histoire peut s'accélérer, et j'espère qu'on pourra voir ça.
vite. Merci Aurélien. Avant de conclure, je n'ai pas vu d'autres mains qui s'étaient levées. Je dirais deux petites choses. L'Union européenne a pris concrètement et vient d'institutionnaliser son nouveau domaine de jeu en créant ERA, une structure qui vise à piloter la santé sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Une information qui est passée quasiment inaperçue. Nous, au Pardem, on a diffusé là-dessus parce que c'est quand même une nouvelle étape. Et qui dit prendre la main sur la santé dit finalement à terme fragiliser le système de protection sociale avec la sécurité sociale, l'assurance maladie, qui aujourd'hui a été bien mise en péril par les mesures prises par le gouvernement pendant l'épidémie de Covid, puisque la sécurité sociale est désormais traîne un boulet absolument terrible d'un déficit record et que ce déficit, il faudra bien le payer et c'est nous tous qui allons le payer. Mais ce n'est pas seulement rembourser la dette, hein, c'est surtout réorganiser la sécurité sociale et ouvrir grandes les portes, aussi bien pour les retraites, hein, qui sont les fonds de pension, mais aussi sur les assurances privées pour la sécurité sociale. Donc, on aura bientôt une vidéo avec Jean-Michel Toulouse sur cette question-là, qui intégrera d'ailleurs la question de l'hôpital public et de la renationalisation d'un certain nombre de secteurs, et également des propositions assez innovantes, y compris sur, guillemets, les territoires, le mot que je déteste parce que finalement la France est un territoire aussi, et qu'elle est même d'ailleurs considérée par l'Union européenne comme un de ses territoires, puisque l'Union européenne, pour boucler là-dessus, ne cherche qu'une seule chose, c'est à faire éclater la notion de nation et à organiser les choses en matière de grandes régions de l'Union européenne, et pour preuve, la mise en place de ce fameux Conseil des régions qui est, il faut le savoir, tout à fait impliqué dans les débats de la Commission européenne et du Parlement européen. Mais on en reviendra à ça une autre fois, et peut-être avec toi, Aurélien, et peut-être aussi avec toi sur la question de l'État, si tu as envie qu'on organise un débat ensemble. On a à faire vite, en tout cas vite sur la décennie, mais même vite sur les mois qui viennent, parce que la situation politique des partis politiques fait partie de la décomposition du système. Elle n'est pas à côté, elle n'est pas un épiphénomène, elle fait partie de la stratégie néolibérale, et hélas, les grands partis politiques jouent cette scène au lieu de s'extraire de la scène qui a été imposée et du décor qui est imposé par les néolibéraux. En tout cas, merci encore et à bientôt alors. Merci à vous et ça faisait plaisir de revoir des têtes connues. Ouais, c'est vrai. Ciao, ciao.